Bienvenue sur KeyTime, le podcast des acteurs du numérique proposé par l'Effray. Grâce à notre machine à voyager dans le temps, mise au point par les étudiants de l'Effray, nous allons revivre ensemble 3 dates clés de la vie d'un professionnel. Je m'appelle Laure Guibora, diplômée de l'Effray, et aujourd'hui je vous propose de revivre les événements marquants d'Adil Tazi. Bonjour Adil. Bonjour Laure. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie, c'est un plaisir. Alors, avant de partir dans une introduction un peu plus détaillée de ton parcours, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et ton job actuel ? Alors, en ce moment, je travaille au sein de la Société Générale. Je m'occupe de piloter, coordonner tous les travaux autour de la stratégie IT pour le pôle banque d'investissement, banque d'affaires, voilà, depuis 3-4 ans maintenant. Très bien. Voilà. Et accessoirement, je suis diplômé Effray promo 2004. Pour comprendre comment tu en es arrivé là, revenons un peu sur ton parcours. Ton domaine de prédilection, c'est le domaine de la banque d'investissement et financement, puisque tu y consacres l'ensemble de ta carrière. Tu y découvres d'ailleurs différents métiers dans la gestion de projet, notamment dans l'audit, où tu y resteras pas loin de 10 ans. Et il y a 3 ans, l'envie d'ailleurs t'appelle, mais cette expérience ne va pas être à la hauteur de tes attentes et tu vas chercher à rebondir rapidement. Et c'est de cette façon que tu deviens responsable IT, stratégie et gouvernance, comme tu viens de nous l'expliquer. On va voir d'ailleurs que cette capacité à rebondir est bien ancrée dans ton histoire. Je trouve que ton parcours est rempli d'audace. Il y a vraiment cette notion d'aller toujours de l'avant, malgré les difficultés, de ne rien considérer comme un échec et de tirer des enseignements dans toute chose. On pourra même parler de transfuge de classe et nous verrons tout à l'heure pourquoi. Donc passons maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous donner ton code temporel avec un aperçu de la signification de chacun de ces chiffres ? Oui. Alors, le code, c'est 98 06 08. 98 parce que c'est un moment où finalement je découvre un petit peu, où je commence à identifier quel pourrait être un choix de carrière pour moi, donc par la discussion avec quelqu'un d'assez proche. 06 parce qu'on revient en 2006 où là je travaille sur un projet qui va vraiment me permettre de prendre confiance en fait en moi et en mes capacités, alors que jusque-là mes débuts dans le monde du travail étaient, on va dire, un peu plus chaotiques et un peu difficiles. Et 2008, c'est un moment où, au final, je me retrouve au chômage. Après quelques péripéties, notamment une aventure à Londres qui s'est pas avérée très concluante dans un contexte de crise économique. Quel teasing. Merci Adil pour cet aperçu. N'attendons pas davantage pour lancer la machine. Nous sommes en décembre 98. C'est l'année de la Coupe du Monde. La victoire des Bleus du 12 juillet dernier n'est pas si loin et ça laisse encore planer dans l'air cette ambiance euphorique si propre à cet événement. Comment toi tu vis à ce moment-là ? Oui, effectivement, donc c'était une période d'euphorie et d'insouciance. On surfait sur la vague de la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde de foot et oui, donc c'était une ambiance d'insouciance, d'adolescence. J'ai 16-17 ans à ce moment-là et je me soucie vraiment pas du tout de ce que je ferais après le bac en fait. Donc c'est l'année du bac mais très vite, en approchant de Noël, il faut commencer à réfléchir à nos choix d'orientation, donc l'équivalent du Parcoursup de l'époque. Et on avait l'habitude de passer nos vacances de Noël chez de la famille en Belgique. Et donc on y va et il y a ce moment qui est un petit peu une révélation finalement, car mon cousin venait d'être diplômé ingénieur en informatique et de décrocher son premier emploi. Et donc il nous explique
autour d'un thé à la menthe, quel va être cet emploi, ce qu'il va faire, en quoi ça correspond à son diplôme, et je l'écoute vraiment très attentivement, car à ce moment-là, c'est le premier exemple, et même le seul à l'époque, de réussite. C'est le seul rôle modèle que j'ai autour de moi, de proches. Et c'est un peu une révélation, car je me dis, si lui l'a fait, je peux probablement le faire aussi. Et donc, au lieu d'aller m'orienter sur un domaine industriel que je ne connais pas, j'hésitais entre la biologie, les biotech, ou le commerce, ou des choses comme ça. Je me suis dit que, vu que l'informatique, ça me plaisait aussi déjà un petit peu, autant m'orienter vers ce domaine, et au moins, je pourrais peut-être capitaliser sur des conseils qu'ils pourraient me donner par la suite. Mais en tout cas, c'est vraiment l'exemple de réussite qui m'a inspiré à ce moment-là. Donc en fait, il t'a inspiré à la fois le métier d'ingénieur, mais aussi le secteur. Et le secteur aussi, oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas trop de... Quand je regarde autour de moi, je j'ai pas forcément d'exemples de personnes qui font des longues études en école d'ingénieur ou même en université, enfin jusqu'en bac+5. Et je suis plutôt sur des personnes qui sont plutôt en BTS, voire même en BEP, des choses comme ça. Et donc, j'ai pas d'exemple aussi poussé, je dirais. Pour moi, du coup, cette expérience, elle assoit vraiment, je trouve, le fait qu'il est important d'avoir des modèles, des mentors dans la vie, mais surtout des personnes dans lesquelles on s'identifie, en fait. Est-ce que tu penses que cette inspiration que tu as trouvée dans le parcours de tes cousins t'a poussé à être mentor aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais tu es mentor dans l'association NQT depuis plus de 2 ans. Oui, c'est ça, un peu plus de 2 ans. Alors, je dirais en quelque sorte, effectivement, ça a été une inspiration d'une certaine manière, un peu one shot pour le coup, et le fait que on n'a pas réussi à garder vraiment des contacts très rapprochés par la suite à cause notamment de la distance géographique, et à l'époque il n'y a pas les mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui. C'est vrai que ça a été un manque par la suite que j'ai pas mal ressenti quand j'ai eu certaines galères professionnelles et des moments de doute et de difficulté. Donc d'où effectivement là, le fait de contribuer, de m'impliquer au sein de nos quartiers ont des talents à NQT. Et d'ailleurs, tu parlais aussi de transfuge de classe tout à l'heure. Donc effectivement, pour les personnes comme moi qui sont issues de milieux modestes ou populaires et qui se retrouvent suite à leur parcours professionnel plutôt dans des catégories socio-professionnelles plus, je dirais, aisées ou supérieures, forcément, je pense que c'est important de donner du temps et de participer à des actions de mentorat, quelle que soit l'association en l'occurrence, mais partager ce retour d'expérience pour aider ceux qui ont cette ambition d'atteindre certains objectifs professionnels et partager avec eux, voilà, ce qui fait qu'on peut aller plus vite ou en tout cas au minimum arriver à la destination. Très bien. Je te propose maintenant de passer à notre prochaine date et de lancer de nouveau notre machine à voyager dans le temps. Nous sommes en plein mois d'octobre 2006. Tu es fraîchement diplômé, donc depuis 2 ans. Et tu es en train de faire tes premières expériences chez Accenture. Raconte-nous ce cas de si particulier, cette période. Alors oui, effectivement, donc en 2006, on est en plein projet. On est chez une des 3 grosses banques françaises. Ça fait déjà 6 mois que je suis sur ce projet. J'ai fait déjà un premier chantier et le directeur me propose d'aller sur un des autres chantiers qui étaient en cours au même endroit à ce moment-là pour ce client. Et donc au début ça se passe pas trop mal, hein, et on se plante finalement assez lamentablement au moment de lancer la phase de test du projet. Donc rien ne fonctionne, on fait des nocturnes pas possibles.
Et après 3 semaines de galère et de retard accumulé, il reprend tout en main, donc ce directeur de projet, et je me vois confier finalement la responsabilité de redesigner l'ensemble des livrables, donc en termes de spécifications, et aussi d'élaborer toute la stratégie de test. Et en fait, c'était des choses que j'avais jamais vraiment faites précédemment, et je savais pas si j'étais vraiment capable de le faire. Et la chance que j'ai eue sur ce projet, c'est que j'étais entouré de managers qui étaient vraiment très bienveillants et qui avaient envie vraiment de faire progresser tout le monde. Et j'ai beaucoup appris avec eux. Et donc, je me suis lancé, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Ça s'est bien passé, j'étais bien coaché. Et en fait, ça a été vraiment déterminant dans la suite de ma carrière parce que c'était le premier projet, finalement, où j'étais en charge de bout en bout d'une partie d'un chantier. Et que j'ai délivré des choses qui, d'une part, nous permettaient à tous d'avancer, et aussi ça m'a permis à moi de prendre confiance en moi sur voilà l'intégralité des étapes entre les specs, les tests, etc. Et ça a été vachement déterminant parce que jusque-là c'était plutôt des projets où j'avais pas vraiment réussi à prendre mes marques et à délivrer ce qu'on attendait de moi. Parce que j'étais pas assez proactif et aussi parce que j'osais pas trop aller et demander, et puis j'osais même pas faire en fait. Donc j'ai perdu peut-être 1 année et demie, et ce projet, ça a été vraiment une période d'apprentissage accéléré avec des personnes vraiment au top. Donc voilà. Et alors quand on a échangé pour préparer ce podcast, tu m'as parlé de la chanson Au bout de mes rêves de Booba, qui t'a beaucoup accompagné à cette période. Alors pour la petite parenthèse, t'as aussi parlé de Closer, une miss indépendante de Neyo, et moi ça m'a parlé parce que j'ai aussi grandi avec eux. Du coup, j'ai réécouté les 3 premiers albums de Neyo, et c'est ce qui m'a accompagné quand j'ai préparé ce podcast. Donc, merci pour ce moment. J'ai pris beaucoup de plaisir. Mais donc, pour revenir à la chanson de Booba, donc je la connaissais, mais très rapidement, j'étais pas une grande fan de Booba. Mais j'ai retenu une phrase qui m'a marquée, c'était « Moi, je veux devenir ce que j'aurais dû être ». Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, pourquoi cette chanson de Booba t'a autant parlé et t'a autant accompagné à ce moment-là? En fait, alors lui, je pense qu'il parle aussi de son parcours personnel, que je connais pas forcément très très bien. J'ai jamais été forcément un super grand fan de l'artiste, même si j'apprécie beaucoup de choses qu'il fait. Mais par contre, juste la thématique, en fait, aller au bout de ses rêves, et puis la mélodie qui était vraiment sympa. C'était pas un thème, voilà, c'était pas quelque chose qui était très rap hardcore, mais quelque chose de beaucoup plus mélodieux, avec une musique un peu, je dirais, un peu dansante, très, voilà. Et c'est juste la thématique, en fait, l'idée de se dire, on peut aller au bout de ses rêves. Et ça a coïncidé finalement, cette époque-là, avec ce projet où j'ai vraiment pris conscience en mes capacités, je dirais, professionnelles, avec l'aide de ces personnes qui m'ont entouré à ce moment-là. Et finalement, c'était le bon match, en fait, entre l'ambiance musicale que j'avais dans les oreilles au quotidien, et puis ce qui se passait au bureau entre 9h et 21h, finalement. Et ça matchait bien, et ouais, c'est une période où j'ai vraiment, je dirais, bien pris confiance en moi d'un point de vue professionnel. Et si je pense vraiment que si j'étais pas passé par ce projet-là, tout ce qui est arrivé derrière serait peut-être arrivé beaucoup plus tard, beaucoup moins bien, en fait. Donc ça a été hyper déterminant. C'est parti, lançons la machine à voyager dans le temps pour la 3e date. Nous sommes à l'automne 2008, au mois de novembre plus exactement. La crise financière mondiale a commencé depuis 1 an, depuis 2007. Et tu es au cœur du sujet puisque tu décides de partir travailler en Angleterre. Oui, alors effectivement, je démissionne d'Accenture où je travaillais depuis mars 2005. Donc je démissionne en début de l'année 2008, grosso modo. Et effectivement, je débarque à Londres au sein d'une SS2I française. Et on fait des projets sur des outils logiciels pour les banques d'investissement. Et au début, ça se passe pas trop mal, l'été, le printemps et l'été. Et à la rentrée, les choses se corsent au moment de la faillite de Lehman Brothers, en fait, au moment de la crise des subprimes.
Et là, je sens que les choses vont devenir très très compliquées parce que voilà, les managers me préviennent que les temps sont durs, que tous les clients sont en train d'annuler les projets, que les consultants se retrouvent payés à rien faire, et que forcément, voilà, la structure est en train de souffrir. Donc, je commence à me préparer psychologiquement à trouver un autre boulot. Et en fait, il y a rien parce que d'une part, il y a trop de monde sur le marché au niveau des consultants. En plus, je suis encore un peu junior, j'ai à peine 3 ans d'expérience, 3-4 ans. Et sans trop d'expérience sur le marché londonien. Donc en fait, c'est un moment qui est très 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 difficile parce que je vois le courrier de licenciement qui approche dans pas longtemps. Je sais que mes jours à Londres sont comptés et j'essaie de me démener de toutes mes forces pour trouver quelque chose pour rebondir sur place. Et en fait, il y a rien. Et en fait, il y a vraiment rien. Et c'est une période qui est extrêmement difficile parce que c'était un gros pari que j'avais fait de me dire que je vais tenter une expérience à l'étranger. D'autant que en dernière année à l'EFRES, j'étais finalement, j'avais beaucoup hésité, puis finalement je suis pas parti en échange. Et là, c'était finalement un échec parce que l'expérience, j'ai pas appris autant que ce que je voulais, j'ai pas évolué autant que je voulais au contact des clients, j'ai même pas assez profité de la vie londonienne. Et donc j'arrive début décembre, je décide de rendre mon studio et de rentrer à Paris chez mes parents, tout simplement. Donc c'était un peu la grosse défaite. Et ça a été assez dur, ouais, à ce moment-là. Et comment on rebondit d'un échec ? Déjà, on a un encadrement familial. En tout cas, moi, j'ai eu cette chance-là. Donc, j'ai pu revenir chez mes parents. Donc, j'ai pas eu de soucis financiers particuliers parce que j'étais logé. Donc, ça, c'est quand même un gros avantage. Et la difficulté, c'était de retrouver un job qui corresponde à ce que je voulais faire. Donc, il y avait vraiment très très peu de jobs en projet en informatique bancaire. Et très très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve autre chose. C'est-à-dire que il y a autre chose à faire que les projets. Et peut-être qu'il fallait que je m'ouvre à d'autres types de métiers. Et c'est là que je suis tombé un peu par hasard sur une offre en audit interne. Alors, je connaissais pas du tout le métier de l'audit informatique en l'occurrence. Et je me suis dit, bon, je vais postuler, puis si je suis pris, au moins, je pourrais rentrer en interne, avoir un CDI au sein d'une grosse banque d'investissement. Et puis après, je verrai bien, en fait. Je mets les pieds dedans, et après, on verra. Et puis au final, j'ai mis les pieds dedans pour 10 ans. 10 ans d'audit pratiquement, et comme quoi, une porte à laquelle on ne pensait pas forcément se révèle être derrière un super tremplin. Et je me demandais d'ailleurs, finalement la boucle elle est bouclée un peu parce que le fait de revenir là aujourd'hui en tant que responsable IT, c'est un peu la gestion de projet. T'es sorti de l'audit finalement et t'es revenu sur la gestion de projet que tu voulais tant à la sortie de l'école. Oui, à la sortie de l'école, et même quand j'étais chez Accenture, travailler sur la stratégie informatique, c'était vraiment vu un peu comme le Graal chez tous les consultants un peu spécialisés IT. Et c'était quelque chose qui était relativement difficile à atteindre comme type de rôle. Oui, après 10 ans d'audit, à toujours courir un petit peu après ce qui s'est déjà passé, à venir voir un peu les dégâts finalement et essayer de les raccommoder et de construire des solutions avec les équipes. C'est vrai que ça donne aussi l'envie de revenir un petit peu en amont des décisions, en amont des projets, en amont des grands choix qui sont faits. Et c'est vrai que là, le job actuel, je m'éclate vraiment parce que je vois vraiment la construction du futur des 3, 4, 5 prochaines années et je me sens vraiment acteur de ça. Alors qu'à l'audit, voilà, on arrivait toujours un petit peu après la guerre. C'est important qu'on soit là pour faire ça. Mais voilà, maintenant, j'avais envie de revenir effectivement à des choses où on réfléchit plus au futur. Et comment tu vois ce futur ? Alors, je le vois beaucoup dans finalement les partenariats, la collaboration, le fait de travailler main dans la main avec des personnes, des entreprises. Et je pense que de la même manière que mon parcours pro, il a été beaucoup influencé par le fait qu'il y a eu des personnes qui étaient là à différents moments à différentes étapes, que ce soit mes parents, que ce soit des managers, des collègues, qui m'ont aidé, soutenu et inspiré. Je pense que pour les entreprises, ça va être un peu similaire. La stratégie se fera plus forcément en vase clos, en interne, mais à mon avis de plus en plus
en allant chercher des partenaires extérieurs et fabriquer la stratégie avec eux, en fait, pour imaginer des nouveaux business, pour imaginer aller chercher des nouvelles niches de métiers, des nouvelles niches de valeurs, parce qu'on voit que, voilà, quand beaucoup d'acteurs, les marchés sont plus ou moins saturés, c'est très difficile d'aller bousculer l'ordre établi, aller chercher des nouvelles parts de marché. Et donc, faut être imaginatif, faut être créatif, essayer de disrupter un petit peu les tendances. Et on voit, par exemple, des acteurs, par exemple, dans le monde de l'automobile qui s'associent avec des big tech comme Amazon ou Google. Et je pense que le domaine bancaire va très probablement prendre un chemin assez similaire. Alors pas forcément uniquement avec des big tech, mais aussi avec des acteurs plus petits ou alors des acteurs non tech. Et en tout cas, moi, c'est là où je vois le futur. Passons maintenant à la question de l'étudiant avec Timothée qui est en ligne. Bonjour Timothée. Bonjour Laure, bonjour Adil. Donc moi c'est Timothée Chauvet, je suis actuellement dans ma dernière année de mon master de transformation digitale à l'EFRAY et j'aurais quelques questions pour toi Adil. Enchanté Timothée, vas-y, je t'en prie, pose ta question. Donc moi qui arrive bientôt dans le monde du travail et toi qui as dit avoir vécu ta première année assez chaotique sur ce marché-là, mais aussi tu as vécu quelques échecs au cours de ton parcours. Quels seraient tes conseils pour nous? Alors, effectivement, les débuts étaient tourmentés et il y a eu quelques petits accidents de parcours. Alors, pour le début, je pense que là où je me suis planté, c'est que j'osais pas faire et j'osais pas aller vraiment vers les autres. Je manquais de proactivité. J'avais peur de mal faire. Donc, je pense que le conseil, ça serait vraiment de faire tout l'inverse, finalement, de ce que j'ai fait. C'est vraiment voilà, quand on est dans une équipe, sur un projet, quel que soit notre domaine, d'aller un maximum vers les autres, vers les personnes, vers les sachants, poser un maximum de questions et juste se lancer et faire, quitte à se tromper, mais au moins se tromper vite, le plus vite possible, et vite apprendre de ses erreurs et refaire et mieux, et ainsi de suite. Donc voilà, si c'était à refaire, je pense que c'est cette méthode très agile que j'appliquerai. Et après, sur les accidents de parcours, ce que j'ai retenu comme leçon, c'est que quand il y a une porte qui se ferme, parfois il vaut mieux ne pas s'entêter à essayer d'entrer par cette porte-là, coûte que coûte, parce que ça peut nous faire perdre du temps, déprimer, etc. Et il vaut mieux essayer de voir s'il n'y a pas une autre porte à côté qui va peut-être nous faire un petit détour, mais qui sait, parfois peut nous amener sur des horizons super épanouissants, super intéressants, auxquels on n'aurait pas pensé initialement. Donc voilà, c'est vraiment se fermer aucune porte et essayer de s'ouvrir et d'élargir son horizon le plus possible. C'est ce qui permet, à mon avis, de rebondir rapidement quand on a un moment un peu difficile. Merci Timothée pour ta question. Merci Adil. Merci Laure. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre Adil Tazi sur LinkedIn, il est plutôt actif. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux EFRAY Paris et EFRAY Alumni sur Instagram, Facebook, LinkedIn et j'en passe. Et quant à moi, je vous retrouve au prochain épisode.